Avant de commencer, je veux encore une fois remercier Popeyes Supplément, commanditaire officiel du show. Popeyes qui a les valeurs à la bonne place parce qu'on est au mois de novembre et il s'implique avec le mouvement Movember. Movember, on sait, c'est une campagne de financement qui aide la recherche au niveau du cancer de la prostate, cancer testiculaire, la santé mentale et la prévention du suicide. Vous pouvez aller cliquer sur le lien dans la bio pour aller faire un don pour la campagne de Movember, la campagne de Popeyes. Bienvenue chez Chiller chez Boulet. Bien excité aujourd'hui, mais avant de vous présenter mes invités, parce qu'il y en a deux, ça va être une conversation assurément fort intéressante. Je dois encore plugger mon commanditaire Popeyes. Popeyes, c'est pas juste des suppléments. Là, souvent, c'est une idée préconçue que c'est juste pour les gens qui veulent se faire des muscles. Peut-être que je représente mal cette idée-là, mais c'est aussi des vitamines. Il y a des produits véganes, il y en a pour tout le monde. Puis l'idéal, je le répète souvent, c'est de se rendre en magasin parce qu'ils ont des expertes et des experts qui sont là pour vous conseiller pour les bons produits pour votre réalité à vous. Je ne jure que par ça. Au niveau de mon training et au niveau de ma santé, ça m'a aidé à me remettre en shape dernièrement. Puis j'en suis bien content. La plug est faite. On les remercie. Popeyes, ceci étant dit, j'ai deux invités que je suis bien excité de recevoir. Pour moi, un des atouts les plus importants dans la vie, c'est la polyvalence. Puis je pense que j'ai deux personnes en avant de moi qui le sont. C'est un couple dans la vie. J'ai Catherine Francaire, mieux connue sous le pseudonyme Girly Addict sur Instagram, puis maintenant sur YouTube. Puis Jay Machalani, son conjoint, qui a une feuille de route extraordinaire. Merci d'être là. Bien, merci de l'invitation. Vous avez bravé la route, là. Vous partez de Laval pour venir creux en Montérégie. On vient du fin fond de la grande région de Montréal. Ça a-tu bien été, la route? Ça Oui, ça a super bien été le trafic, mais je veux dire, c'est la vie. Vous êtes ensemble depuis quand même déjà longtemps. 9 ans-ish. Oui, un petit peu plus que 9 ans, ouais. Puis 9 ans, ça coïncide avec tes débuts à toi sur la chaîne YouTube. Tu as deux chaînes YouTube présentement. Peux-tu m'expliquer c'est quoi? Oui, ben on en a 3 en fait. Il y a la mienne qui s'appelle Catherine, anciennement Girly Addict, que ça j'ai créé quand j'étais au cégep parce que je voulais être dans les médias, je voulais faire de la télé, être animatrice, journaliste, peu importe. Puis je me suis dit, bon, ben je vais me pratiquer dans ma chambre à parler devant les caméras. Puis à l'époque, YouTube, ça commençait tout juste au Québec. Là. Il y en avait un petit peu plus aux États-Unis puis en Europe. Mais au Québec, il n'y en avait pas beaucoup. Là. Ouais. Il y avait, je pense, peut-être Cynthia Dulude. Je pense dans celles qui en font encore, c'est pas mal juste celles qui restent. Puis c'est ça, on n'était vraiment pas beaucoup. Fait que moi, je me suis dit, ben, let's go, on se lance là-dedans. Puis je pensais pas aimer ça tant que ça. En fait, ça a vraiment été une passion. C'était un beau monde, plein de découvertes. Puis je pense peut-être 7 mois après la création de ma chaîne, j'ai rencontré Jay. Puis à l'époque, mais en fait, à l'époque, on parlait pas. C'était comme honteux être youtubeuse, tu sais. C'était comme personne voulait parler de ça vraiment. Puis c'était tabou, hein? Oui, c'est ça, parce que c'était bizarre, c'était spécial. C'est comme pourquoi tu voudrais te filmer toi-même dans ta chambre puis mettre ça sur Internet. C'est vrai. Mais quand j'ai rencontré Jay, j'étais comme, je sais pas pourquoi, j'en ai tout de suite parlé. J'étais comme, on dirait que j'étais à l'aise. Puis là, lui, ben, il était super emballé parce que, bon, il a beaucoup de connaissances techniques, puis vraiment dans tout ce qui est caméra. Fait qu'il a tout de suite voulu embarquer avec moi puis m'aider à développer un peu ma chaîne. Puis, ben, mine de rien, au fil du temps, en même temps que notre relation se développait, ben, on a créé notre chaîne de vlog qui est Kat et Jay, que ça, c'est notre chaîne de quotidien. Puis après est venue sa chaîne à lui, maintenant Jay Addict. Jay Addict, parce que toi, Jay, t'es un expert ou t'es un fan en technologie. Exactement. C'est quoi ton surnom? Technodad? Technofou, c'est Technofou. mon surnom partout, ouais. Technofou. Bientôt Technodad. Bientôt Technodad, parce que t'es enceinte. Félicitations. Merci. 22 semaines, tu me disais, avant qu'on rentre en onde. On va y revenir, mais c'est un hasard. T'as rencontré Jay. Vous partagez les deux une passion, toi pour essayer de développer tes skills au niveau de la communication. Tu utilises une plateforme qui est tout nouveau, qui est nouvelle. Toi, tu t'y connais un petit peu, puis là, vous vous entraidez. C'est-tu encore ça? Vous vous entraidez l'un l'autre dans tout ça? Bien là, je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment... On est un couple, mais on est vraiment des partenaires d'affaires aussi, qu'on a vraiment... on a professionnalisé un peu, si je peux dire ça, qu'est-ce que moi, je faisais toute seule à la base au début, dans ma chambre, avec, une petite caméra de l'époque là, que j'avais payé peut-être 100 $. Mais là, au fil du temps, justement, Jay m'encourageait à dire, investis un petit peu plus dans ton équipement, investis dans tes techniques de montage,
maquillage ici et ça. Lui, c'est un spécialiste en effets spéciaux, fait qu'on a fait... Catherine avait une passion, elle avait une audience. Moi, je suis venu apporter une structure à ça, le niveau de la production, au niveau affaires. Et ça a découlé vers moi aussi qui se ramasse devant la caméra, malheureusement. Essaye pas, t'aimes ça. T'as l'air assez volubile puis t'as l'air assez à l'aise. Ouais. Mais en 2012, vous aviez quel âge? Ou en fait, dans votre parcours, vous en étiez rendu où? Parce que là, tu sais, toi, de ton côté, t'as été populaire vraiment rapidement. T'as au-dessus de 800 000 abonnés sur une de tes chaînes. Y a-tu du essai-erreur où tu essayais de trouver ton ton, où tu essayais de trouver de quoi tu allais parler d'abord? Ben, au début, je parlais beaucoup de maquillage, ce qui est drôle parce qu'aujourd'hui, plus du tout, là, c'est vraiment plus dans mon créneau, mais c'était ça à l'époque. C'était vraiment les YouTubers beauté. Fait que j'ai commencé avec ça. Puis plus ça évoluait, ben plus je me rendais compte qu'à l'époque, c'était vraiment des jeunes filles qui me suivaient. Fait que là, je me suis mis à faire un petit peu plus du lifestyle. Fait que, des conseils de vie, des idées de... Bon, à l'époque, c'était vraiment des DIY puis des choses comme super populaires. Puis après ça, ben, sont venus les vlogs parce que les gens aimaient ça, voir qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on a créé notre autre chaîne aussi pour, c'est ça, pour avoir plus de contenu avec les gens. Mais on s'est rencontrés, on avait 18 ans. Ouais. Ouais, on avait 18 ans. J'avais ma compagnie, toi, tu faisais YouTube. Et c'est ça, j'ai aidé à développer ça. Dans le fond, il y avait une fille qui était motivée, qui aimait ce qu'elle faisait, qui avait déjà un audience. Elle avait 4000 abonnés sur YouTube back then. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avais quand même un bon background technique à ce niveau-là, puis au niveau de production. Donc, je lui ai dit, tu sais, on va voir qu'est-ce que tu es bonne à faire, qu'est-ce que tu aimes faire. On va ajouter une touche de qualité au niveau de la production par rapport à ça pour vraiment te différencier des autres. Back then, un exemple, des vidéos qui étaient très populaires, c'était des outfits of the day. Donc, vraiment, genre une vidéo courte sur qu'est-ce qu'elle porte. Ben, on a rajouté à ça un effet plus cinématique. On a mis avec ça des titres qui trackaient au niveau des mouvements de son corps pour montrer chaque morceau de vêtement. Donc, c'était vraiment comment te démarquer des autres. Puis c'est ça qui a, entre autres, aidé justement. J'ai comme surchargé Catherine pour qu'elle puisse comme... Mais puis c'est extraordinaire le travail d'équipe, puis de vous entraider les deux. La raison pour laquelle je posais la question, c'est que, puis les gens qui écoutent le podcast, je sais pas si c'est des fins connaisseurs de comprendre ce que veut dire un vlog. Un vlog, c'est vraiment que tu documentes puis que tu publies des trucs au quotidien. En plus de cette chaîne-là, chacun une chaîne individuelle, c'est beaucoup de temps. De documenter, de montage. Ouais, mais Instagram, oui, c'est ça. Puis mon point là-dessus, c'est que probablement que rapidement, étais-tu aux études? Avais-tu une job? Parce qu'à un moment donné, si tu veux pouvoir performer là-dedans, avec 3 chaînes, t'as pas le choix de mettre du temps, puis là, ça n'en coupe ailleurs. T'as-tu dû arrêter tes études? J'ai arrêté mes études, mais par choix, dans le fond. J'étais au cégep, j'ai adoré mon cégep en communication. Il y a toute une histoire avec ça, mais j'ai adoré mon cégep en communication. Puis là, je suis arrivée à l'université, j'allais à l'UQAM, puis j'ai vraiment, comme on dit, pogné un nœud. Parce que j'aimais pas ça du tout. Moi, j'aimais ça. Être au cégep, on nous donnait des caméras, puis on était comme, vas-y, va sur le terrain et amuse-toi, comme apprends. Puis à l'université, on m'a dit, ben non, tu peux pas faire de montage, tu sais pas comment faire. J'étais comme, de quoi je sais pas comment faire? Parce que t'as pas eu la formation typique. C'est ça, exact. Puis j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ça. J'avais aucun fun. Puis là, à l'été 2015, je pense. À l'été 2015, c'était ma dernière session à l'université, en fait. Je venais d'atteindre le 200 000 abonnés. J'avais passé de 100 000 à 200 000 en comme un été. Ça avait été incroyable comment cet été-là, ça avait fonctionné. Puis, je pense 3 jours avant de retourner à l'école, j'étais comme, non, j'y retourne pas. Puis, Jay, ça faisait longtemps qu'il me disait comme, lance-toi, fais le saut, tu sais, puis parce que malgré tout, j'étudiais en communication, fait que ce que je faisais dans le moment, c'était tellement un beau bagage aussi, puis là, j'encourage pas personne à lâcher l'école, là, c'est juste, moi, c'est la situation dans laquelle j'étais. Il y avait un plan derrière. C'est ça. Moi, j'ai lâché l'école, fait que ça, je suis pas une référence, mais c'est sûr, dans le cas de Catherine, j'ai lâché l'école, j'ai parti ma compagnie, on faisait de la recherche, j'avais 1,quelques millions en financement pour faire une plateforme. Fait que j'étais déjà dans un monde d'entrepreneuriat. Puis là, je disais à Catherine, je dis comme, en ce moment, tu es à l'université, et c'est quoi le maximum que tu vas avoir? Tu vas avoir un papier qui dit félicitations, tu as appris ces compétences-là. Mais ton but avec ce papier, c'est de faire quoi? C'est peut-être genre travailler pour une compagnie, exemple en marketing. Qu'est-ce que la compagnie en marketing va préférer? Le papier que tu aurais pu avoir à l'école ou de dire, moi, j'ai réussi à bâtir une communauté de 100 000 personnes? Puis tu sors d'ordinaire dans une liste aussi avec d'autres personnes.
Donc, c'est pour ça que je disais à Catherine, je disais comme tes affaires vont bien, tu vois que le plan fonctionne, tu vois que ça se développe rapidement et bien, lâche l'école, je vais t'aider, on va booster ça, on va encadrer ça, on va développer ça et ça va t'ouvrir plus de portes que ce papier-là pourrait te donner au bout de la ligne. Encore une fois, tu peux pas faire ça si tu veux être infirmier, tu sais, mais dans ce domaine-là, surtout quand tu es on track, t'es mieux d'y aller avec la ride que de regarder la map. T'sais. Mais ça prend du guts quand même pour, dans chacun de vos cas, lâcher l'école, toi te lancer en affaires, toi te lancer dans ce qui était peu connu avant, puis probablement, je sais pas si t'es proche de ta famille ou pas, mais tu sais, quand tu leur as annoncé que tu lâchais l'école pour aller sur YouTube, comment ils ont réagi? Ben, je veux dire, tu sais, mes parents... Ils étaient vraiment fâchés, mais tu sais, c'est parce que je le sais aujourd'hui qu'ils n'étaient pas fâchés. Ils comprenaient pas. Ben non, parce qu'ils comprenaient pas, parce que pour eux, c'était juste comme, mais voyons donc que tu lâches l'université, qu'on te paye là, depuis le début, tu sais, t'es à la maison, on paye tes affaires, pourquoi tu lâches 6 mois avant de finir? Puis j'étais comme, ben parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis là, tu sais, aujourd'hui, ils sont super contents, puis on en rit, tu sais, des fois, on est dans des soupers de famille, puis on lâche... Toujours facile après dans le Oui, c'est ça. Toujours facile après. Mais, tu sais, aujourd'hui, ils comprennent que c'était la bonne décision, mais je comprends qu'en tant que parent, tu sais, c'est tout le temps stressant. C'est quand ton enfant t'arrive puis tu dis comme ouais, je lâche l'école, tu sais, j'étais majeure à ce moment-là, mais quand même, tu sais. Puis mais finalement, ça a été la meilleure décision que j'aurais pas pu prendre. Puis tu sais, je suis jamais fermée là, si jamais un jour j'ai plus envie de faire ça puis j'ai envie de retourner à l'école pour faire d'autres choses, je peux le faire, c'est pas c'est pas une finalité, mais j'ai vécu vraiment des belles expériences que j'aurais probablement pas vécues si j'avais continué dans cette voie-là parce que c'est vraiment dans les 6 mois après que tout s'est développé. Là, cette année-là, ça a été complètement fou. C'était vraiment le gros boom de YouTube au Québec. Là. 2015, 2016, 2017, là, c'était là, il y avait des événements avec des YouTubeurs, il y avait les meet-up, les meet-up, des festivals, puis tout ça. Puis c'est vraiment là que ça a commencé. Puis comme j'avais plus d'école, j'ai lâché et l'école et mon travail à l'aubainerie en même temps. Fait que c'était vraiment comme un gros saut dans le vide. Il a plein de temps à consacrer à ça. C'est sûr que là, ça fait... C'était beaucoup plus simple, mettons. Puis j'avais des amis aussi que eux aussi, ça a donné que d'autres YouTubers qui ont fait le même job que moi à ce moment-là. Fait qu'on pouvait s'entraider, on s'aidait à filmer, puis on apparaissait dans les vidéos les unes des autres. Fait que c'était vraiment le fun. On a vraiment... C'était une belle... Puis tu sais, je dis comme si c'était dans le passé, là, mais je veux dire, ce moment-là, c'était vraiment le fun, tu sais, de se dire, on lâche tout, puis on vit notre passion. C'est un saut dans le vide, pas à peu près, puis tu as gagné ton pari. Trouvez-vous, tu sais, moi, c'était pas un vide, par exemple. Ouais, toi, c'était calculé. Moi, c'était calculé. Ouais. J'arrivais avec des Excel, je fais comme, regarde, voilà le revenu que tu fais en ce moment avec ça. Si tu le développes vers telle direction, voici, tu sais, il y a un plan. C'est la structure en arrière, toi, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, mon but, c'est vraiment comme d'encadrer. Puis là, aujourd'hui, c'est drôle parce que c'est même moi qui ai quasiment plus de collaboration, puis qui est encore plus présent en tant que tel en termes de vidéos, puis tout. Puis Catherine est plus focusée sur les livres en ce moment. Mais c'est de base, moi, c'est vraiment je suis un paquet de structures, un paquet de chiffres, puis un paquet de trucs techniques qui peuvent mener à des possibilités à gauche puis à droite. Fait que dans le cas de Catherine, c'est comme, tu sais, on va juste prendre Catherine, puis moi, juste comme la supercharge, et il y a un plan derrière ça. Tu sais, je l'aurais jamais conseillé de faire ça, mais ça a été un point important pour notre couple, parce que moi, je suis une personne qui, ben, tu sais, prend des risques, là. On va être honnête. Fait que, tu sais, ça me prenait une blonde qui était capable aussi de... Comme de réceptive à ça. Là. Exactement, tu sais, parce que quelqu'un qui veut faire une job de 9 à 5 serait incompatible avec la façon que moi je veux vivre ma vie ou faire mes différentes choses. Donc en même temps, ça m'a comme confirmé comme all right, tu sais, on peut pas juste comme être ensemble et s'aimer, mais on peut vraiment comme se prendre par la main puis comme courir vers peu importe c'est quoi l'objectif qu'on veut. Il y a, tu sais, vous mentionniez un peu plus tôt que c'était tabou en 2012 YouTube, tu sais, est-ce que vous trouvez que c'est mieux en 2021? T'sais, est-ce que vous vous présentez comme YouTubeur? Est-ce que, comment tu penses que Parce que personnellement, pour avoir un pied dans les médias traditionnels puis un pied de l'autre bord, des fois, je trouve qu'il y a encore une espèce de jugement de « Ah, c'est une YouTubeuse. Ah, c'est un YouTuber. » Vous voyez ça comment? Bien, c'est sûr que oui, mais je pense que les deux peuvent cohabiter d'une certaine manière. Aujourd'hui, il n'y a plus de gêne de le dire là, qu'on est des créateurs de contenu, puis on est fiers de ce qu'on fait, on est fiers d'où est-ce qu'on s'est rendu. Mais c'est ça, à l'époque, en 2012, c'était comme...
tu disais pas trop, là, tu te cachais un peu. Puis moi, je me rappelle, c'est mon ami Philippe, comme j'étais à la cafétéria de l'école, puis Philippe, il est arrivé, puis il a fait comme « Hey, Kat, comment ça, t'es sur YouTube? » Puis tu ne l'as pas dit. C'est comme oh, « Ah non, là, tu niaises-tu? » Mais finalement, tu sais, tout le monde a embarqué dans le projet. Ouais. Tout le monde trouvait ça super le fun. Tandis qu'aujourd'hui, tu sais, quelqu'un dit « Ah, j'ai une plateforme sur Instagram ou j'ai sur YouTube ou sur même TikTok à la limite. » Puis tout le monde est juste comme « Ah, OK. » Tu sais, limite comme si c'était plus normal d'une certaine manière, mais parce que probablement que c'est plus répandu, disons. Au nombre de comptes qui ont poussé, là, les comptes YouTube, tout le monde qui s'est parti un compte, tout le monde qui a essayé d'obtenir un peu de popularité rapidement, qui a voulu se lancer là-dedans, puis au nombre de comptes qui ont échoué ou qu'après quelque temps n'ont pas fonctionné comme il espérait. Jay, selon toi, c'est quoi les meilleurs trucs pour que ça fonctionne sur YouTube? Parce que tu parlais, tu as des trucs. Maintenant, il faut essayer de se démarquer de toutes sortes de façons dans une mer de personnes qui te ressemblent et qui est compétitive. Et tout le monde essaie de se démarquer. Ça serait quoi les conseils que tu donnerais si quelqu'un écoute le show et se dit « Hey, moi, je pensais à me partir une chaîne YouTube. Je trouve ça gros parce qu'il y a déjà beaucoup de gens là-dessus. Je ne sais pas si l'algorithme est favorable. Je vais-tu me démarquer? » Comment tu conseillerais quelqu'un? Ben, la grosse chose sur YouTube qui est importante de savoir, ça doit être une grosse balance. Donc, tu peux vraiment tirer d'un côté ou de l'autre et vraiment avoir du succès d'un bord. Donc, si tu fais du contenu, on va dire, qui est plus trash ou qui est plus basé sur l'hypersexualité, si on veut, absolument, tu vas attirer l'attention, tu vas avoir plein de personnes qui vont venir, tu vas te bâtir une communauté plus rapide, mais les marques t'aimeront pas. Donc, tu pourras moins te développer par rapport à ça. De l'autre côté, si tu prends aucun risque, tu es vraiment trop safe, puis tu fais juste faire des collaborations, ton audience va détester, puis ils ne voudront pas continuer de suivre. Nous, on a l'avantage que ça fait extrêmement longtemps qu'on fait ça. On s'est développé une réputation autant à travers nos abonnés que les marques avec qui on travaille. Et même si, un exemple, avant, YouTube était beaucoup plus fort, si on veut, puis on pouvait faire des vidéos de 300 000 vues, puis des vidéos de 500 000 vues en l'espace d'une journée, ou est-ce qu'aujourd'hui, on va faire peut-être une vidéo de 50 000 vues après, un exemple, une semaine, bien, d'un point de vue affaires, nos profits sont quand même quadruplés de qu'est-ce que c'était avant. Puis d'année en année, on double les profits comme en termes d'entreprise. Et la grosse chose qui nous aide, c'est nous, on a vraiment... On ne se traite pas comme des YouTubers, on ne se traite pas comme des influenceurs, on est une entreprise en production et on a vraiment un gros guide très, très sévère. On a vraiment une charte qui est définie avec des règles que chaque compagnie qui travaille avec nous n'a pas le choix de respecter et de suivre. Et on est dans le processus de même mettre ça public. Okay. Donc, contrairement à YouTube ou Instagram, qui est souvent un free-for-all, puis on a vu des scandales à gauche et à droite avec différents influenceurs qui poste un peu n'importe quoi, ben nous, on a vraiment cette charte-là qui vient dicter depuis les 5 dernières années comment on met notre contenu, qu'est-ce qui va en ligne, qu'est-ce qui ne va pas en ligne. Des collaborations de plusieurs dizaines de milliers de dollars, c'est comme ça ne respecte pas notre règle numéro 3 sur l'usage de promo code et ça s'en va à l'encontre de notre règle 1, qui est notre objectif est d'informer, de divertir et non de vendre. Donc, étant donné que la partie de la collaboration tient sur les codes promo, le code promo, c'est pas un retour direct au niveau de l'argent. Nous, notre but est d'informer et divertir, pas de vendre. Il faut que tu enlèves ça, sinon tu ne travailles pas avec nous. Ouais, c'est ça. Donc, notre audience nous fait confiance parce qu'ils savent que non seulement on a un standard qui est très élevé. Vous êtes intègre dans Exactement, on est très intègre et aussi on est continuellement en train de se renouveler. On n'a jamais stagné nécessairement dans la façon qu'on crée notre contenu. Ouais. Comme sur Instagram, les gens, un exemple, on a fait du contenu assez ridicule que les gens ont vraiment aimé, que ce soit avec des caméras ultra slow-mo ou une publicité qu'on a faite avec Huawei devant un écran vert de 13 pieds qu'on a installé dans notre garage pour pouvoir faire ça. Oh, on a fait des affaires ridicules, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment, tu sais, comprendre c'est quoi ses objectifs. Si ton but d'avoir une gigantesque audience, fine, puis tu es à l'aise avec ça, fais-le. Mais est-ce que ça va être bon à long terme? Peut-être pas. Est-ce que tu as des gains à court terme? Donc, nous, on a vraiment trouvé une balance qu'on est correct avec. Et au bout de la ligne, ça revient à une chose, c'est juste de travailler. Exact, c'est la constance. Hein? Exactement. Beaucoup, souvent, c'est ça en fait, en partant le podcast, ici, on avait analysé, tu sais, il y a des podcasts, il y en a plein qui ont poussé aussi dans les dernières années, puis ceux qui fonctionnent le mieux, mais c'est ceux qui ont une constance de publication. Nous autres, on sort les épisodes à tous les jeudis. Paf, l'épisode est sorti. Puis tu peux pas tellement skipper une semaine, tu sais, parce qu'après ça, il y a des habitudes qui s'installent. Puis, mais c'est intéressant. Puis, est-ce que tu dirais... En fait, moi, ce que j'aime de YouTube et des réseaux sociaux, c'est que ça permet
oui, absolument, à plusieurs autres personnes d'avoir un peu de spotlight sur eux autres. Tu bâtis la communauté à ton image. Fait que dans un monde idéal, il faut que tu trouves, comme tu disais, une niche. Il faut que tu trouves un ton. Mais il y a comme, je pense, deux choses que les gens cherchent. C'est soit une espèce d'expertise. Par le passé, c'était ça que c'était. Puis maintenant, c'est ça que j'aime, c'est que tu as accès à la personnalité des gens. Fait que tu n'as pas nécessairement d'avoir besoin de quelqu'un qui est expert dans quelque chose. C'est le fun si il ou elle l'est. Mais tu t'attaches à la personnalité de la personne qui va te partager son quotidien dans ses qualités puis ses défauts, ses imperfections. Puis je pense que c'est là que les gens s'identifient encore plus. Ce qui, auparavant, ne pouvait pas arriver quand tu avais juste les médias traditionnels. Tu sais, les personnalités connues avant, c'était seulement les experts dans quelque chose. C'est les meilleurs athlètes, les meilleurs humoristes, les meilleures comédiennes, le meilleur chef. Puis là, à cette heure, tu as toutes sortes de personnes qui essayent des trucs. Tu as des gens qui font du unboxing, tu as des outfits of the day, tu as des do-it-yourself. Ça donne accès à vraiment un autre éventail. Mais là, tu as beaucoup, beaucoup de gens là-dedans. Quand vous recevez un appel d'une compagnie, c'est quoi le... Peux-tu me passer à travers l'espèce de processus avant, tu sais, entre « Hey, on serait intéressé à travailler avec vous autres » ou peut-être que c'est vous qui sollicitez aussi, puis une publication, une vidéo, un vlog, une photo qui est mise en ligne? Ben, nous, de base, notre propre protocole encore nous empêche d'aller solliciter pour des gains personnels. Donc, c'est quelque chose qui est mal vu dans l'industrie en tant que tel de « Ah, je vais avoir telle affaire gratuite, je vais contacter la compagnie ou des restos ou des choses comme ça. » Nous, on n'opère pas comme ça. C'est déjà de base contre notre protocole. On a beaucoup de partenaires qu'on a développés à travers le temps. Donc, puis l'avantage, on a des partenaires qui sont souvent... qui ne travaillent pas avec beaucoup de gens, comme que ce soit Google, que ce soit Disney, que ce soit Sunwing, TELUS. Donc, on a vraiment des partenaires très solides avec qui on travaille. Ou est-ce que si on a une idée, ben on a un lien direct avec eux. On n'a pas d'agent. L'agent, c'est moi. Donc, j'ai un lien vraiment avec la présidente de communication de telle compagnie. Ben, dans mon téléphone, je peux y parler s'il y a de quoi. On se fait des services à gauche puis à droite. Donc, souvent, quand on reçoit une collaboration, c'est d'un partenaire qu'on a déjà, ils connaissent notre façon de travailler. Donc, ils savent déjà c'est quoi les choses que je vais chialer par rapport à ça. Ah ouais, c'est ça, ils connaissent. Oui, exactement. Donc, tu sais, souvent, c'est comme, hey, je suis vraiment désolé, mais on n'a pas le choix d'avoir comme telle affaire. Je sais que c'est tight, mais on pourrait peut-être compenser avec telle chose. OK, excellent. Fait que la grosse conversation n'est pas difficile à avoir avec eux parce qu'on a déjà un bon lien de confiance. Pour les nouvelles compagnies ou nouvelles agences avec qui on travaille, c'est souvent un peu un choc pour eux parce on est très organisé au moment qu'on fait la production. On a de la documentation sur qu'est-ce qu'on va faire. On a même des schémas, des croquis du contenu qu'on va créer, une liste de matériel nécessaire qu'on va utiliser souvent. C'est du temps, c'est de l'énergie, là, oui, ça, c'est de la job. Là. Absolument. Et c'est ça qui nous a permis de nous démarquer, justement. C'est qu'on est... On opère comme une compagnie de production et pas comme « Ah oui, passe-moi ton affaire, je vais prendre une photo de toi avec un sourire, je vais le mettre sur Internet. C'est parce qu'on a appris beaucoup aussi avec le temps. On a appris de nos erreurs, parce que, je veux dire, quand tu te lances là-dedans, mine de rien, le marketing d'influence, c'est quand même assez récent, tu sais. Puis c'est arrivé des fois qu'on fait une photo ou une vidéo pour un client, puis là, finalement, c'est que, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux, puis il dit « Je le sais pas ». Fait que c'est comme « OK », tu crées du contenu, puis là, tu lui donnes, puis c'est comme « Non, c'est pas ça, je voulais, j'aime pas ça ». « OK, mais je te l'ai demandé avant ». Fait que là, aujourd'hui, on fait des plans avant. On dit « C'est ça qu'on va faire, c'est ce qu'on va produire. Aimes-tu ça, aimes-tu pas ça? » Si t'aimes pas ça, pas de problème. On repasse à la table à idées. Puis si tu veux parler de la magnifique collaboration de Souriez Passé. Ouais. Oh mon Dieu. Non, mais c'est ça. Parlez-moi de... Parce que j'en ai aussi des... les gens ne comprennent pas. On en fait des collaborations, évidemment, Maïka puis moi, puis on en refuse des tonnes et des tonnes tout le temps. Vous aussi, vous devez en refuser plus que vous en acceptez. Ah oui, absolument. Tout le temps. Puis... Mais il y a eu du essai-erreur. Une entreprise que tu penses que le fit est bon, tu fais comme « OK, cool, je les aime ces bottes-là. Je vais les essayer. All right, puis c'est un cauchemar de travailler avec eux. Tu fais comme « Bon, ben eux autres, j'ai mis sur une petite liste à part. » Mais c'est quoi votre anecdote de ça? Les anecdotes. Mais une qui nous a vraiment marqué. Ça arrive plus. Là. Non, les protocoles sont en place pour des choses comme ça n'arrivent plus. Mais c'est ça, justement. Ça a été updaté au fur et à mesure. Explique-nous, Catherine. Je nommerai pas la compagnie par respect, mais c'était un brand en maquillage et trucs pour les cheveux. Fait qu'une grosse compagnie internationale. Là. Puis, on m'a mandaté pour faire... Je me rappelle plus c'était quoi exactement. Je pense que c'était peut-être une vidéo puis quelques posts Instagram. 2 posts Instagram, une vidéo avec une collaboration long terme
Je pense que c'est ça. par trimestre. Quelque chose comme ça. Puis bref, la première chose qu'on m'envoie, c'est un Spraynet. Puis on me dit, ben il faut que tu promouvoies le Spraynet. Puis là, je suis comme, OK, ben c'est pas vraiment un genre de post que je ferais, mais on est déjà embarqué, pourquoi pas. Mais tu sais, ça fait comme 4-5 ans de ça. Puis là... C'est un challenge intéressant, des fois. C'est comme, OK, comment qu'on peut... Tu sais, on va pas juste mettre Catherine qui dessine avec un sourire. Comment on peut faire de quoi d'intéressant? Ouais. OK, est-ce qu'on va essayer avec un slow-mo pour que ça sorte? Est-ce qu'on va essayer avec une nouvelle lentille pour un angle de vue qui peut être intéressant? Est-ce qu'on va changer le décor? Est-ce qu'on va construire quelque chose? Fait que même quelque chose qui ne fit pas, il y a des défis. on le prend comme un challenge. C'est Ouais. ça. Mais l'autre, en tout cas... Ça s'est vraiment pas passé comme prévu parce que là, tu sais, juste avant de commencer à shooter, on leur donne notre idée, tu sais, parce qu'à ce moment-là, on savait déjà, on est comme, OK, garde, on va faire, Catherine, elle va se faire une tresse, puis ben là, c'est toi qui parlais, là, je parle pas de moi à la troisième personne, mais en tout cas, je me fais une C'est bon à tresse, savoir. puis là, j'ai le Spraynet dans les mains, puis on avait comme un angle super intéressant avec le miroir où, tu sais, tu me voyais moi en flou, mais tu voyais super bien le produit. Puis là, eux, ils nous arrivent à 2 jours de la remise de la photo. Il nous faut 3 photos absolument, puis c'est nous qui va choisir celle qu'on veut. Puis on était comme, ben non, on sait qu'est-ce qui fonctionne avec notre audience, on sait qu'est-ce qu'on va préférer. Fait qu'on va pas faire une super belle photo, puis en faire 2 médiocres, puis espérer que vous choisissez celle qu'on aime le plus, tu sais. Fait qu'on était comme, ben on va en faire juste une, puis c'est tout, tu sais. Ouais. Fait En c'est espérant ça. que vous l'aimiez. Ben, c'est ça. Ouais, puis Faites-nous confiance. moi, je vais te donner les petites perspectives. Fait que ça, justement, c'est quelque chose qui arrive souvent. Les compagnies, des fois, dans les contrats, ils disent, tu dois nous donner 2 ou 3 photos et nous, on va faire la sélection. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement éliminé. Nous, On le fait plus, là, il y a- à cause écoute, de il y en a ça. plein, il y en a sûrement, pour qu'ils le mettent dans les contrats, c'est que les gens, généralement, disent oui à Ouais, ça. ouais. Mais le problème, c'est comment tu veux que je fasse une photo qui va être vraiment plus spectaculaire, plus le fun, plus engageante, si je dois avoir mon idée que je veux vraiment, puis là, trouver 2 idées génériques à côté pour que dans ta salle de conférence, je vous donne le choix pour que tu sélectionnes elle que je veux même pas. Donc tu sais, ça fait pas de sens. Puis là, après ça, si moi, je veux faire un exemple, je prends Huawei comme exemple, un post vraiment ridicule, là, quelque chose qui va prendre du temps, ça prend 1 semaine d'effets spéciaux à faire puis tout. Mais je peux pas faire ça et faire 2 affaires génériques au hasard à côté. Ça fait pas de sens. Fait que peut-être les gens acceptent ça aujourd'hui, mais nous, ces clauses-là sont éliminées right away, C'est à cause de ça, justement. entre autres. Ouais. Puis là, de là, le but d'expliquer le concept en amont. Ouais. C'est ça. Dire, Et regarde, je vais d'où faire le une but photo. de lire le contrat de A à Z. Je te montrerai des courriels quand les caméras ne seront pas activées, si tu veux. Mais je reçois un contrat et j'envoie une version où est-ce que c'est comme ligne 1.1, telle chose, mention de tel truc. C'est comme des espèces de longs courriels où c'est révisé point par point. Et c'est juste, tu modifies ça, tu modifies ça, tu modifies ça, tu modifies ça. Puis l'avantage avec nous, c'est j'ai une réputation... En tout cas, c'est dommage à dire, j'ai une réputation d'être bitch niveau affaires, que c'est juste, ben, si tu le changes pas, tu travailles pas avec nous, puis ça finit juste là. Tu sais. On ne dépend pas de ta collaboration. Ouais. Donc, ça, c'était un des incidents, justement, où on a grandement révisé comment qu'on travaillait avec ces petits points-là. Attends, le pire. C'est même pas le pire, c'est ça. On fait la photo est super belle. Puis là, ils sont comme, ben, on voulait vraiment nos 3 photos, mais garde, c'est correct, là, on va regarder celle-là. Non, c'est pire, Puis- on a envoyé les 3 photos, mais il y en a une que j'ai mis un peu plus floue, puis il y en a Ah une oui, que j'ai déplacée. J'ai c'est fait, vrai. voilà 3 options, ton contrat ne stipule pas à quel point ils doivent être différents. Tu as eu 3 photos Fait que différentes. 2 photos poches, Ouais. puis la bonne Ouais, pour vraiment j'ai les fait comme, ben diriger. là, là. l'autre photo, c'est la version floue. Ah, fait que là, je dois faire un concept complètement différent. Ben là, non, c'est une autre option. T'as joué avec les mots. Ah, ils veulent jouer de même, on va jouer de même. On envoie la photo, puis tu sais, elle est super belle. Là. Je Ouais. l'ai encore, c'est vraiment une belle photo qu'on était fiers. Puis le directeur, dans le fond, celui qui gérait ce projet-là, il nous appelle. Puis là, tu sais, à l'époque, on était avec Goji, qui était Ouais. la division de Québecor Média, tu sais, C'est qui ça. gérait les influenceurs. Puis il était super fin, on adorait travailler avec eux. Puis là, on était en appel téléphonique, tu sais, avec cette équipe-là, plus notre équipe. Puis là, le gars qui regardait ma photo, il dit « Ouais, on n'aimait vraiment pas ta photo. T'as vraiment l'air malheureuse là-dessus. T'avais l'air de vouloir te suicider. Fait que non, reprenez ça. Arc. » Mais comme personne n'a rien dit parce que je pense que ça n'a pas rentré dans la tête de personne qu'est-ce qu'il venait de dire. Puis là, on a raccroché. Puis là, on était comme « Attends une minute, là. Y a-tu dit ça? Viens-tu vraiment de dire ça? Comme à quel point c'est insensible? Puis ça se dit pas, ça se dit juste pas. Ouais. Tu sais, en tout C'est une cas, agence qui gère beaucoup de modèles en Ben, plus. là, il tu est sais. là. C'est juste, wow, OK. Il est là aussi l'enjeu, je pense, dans des situations comme celle-là, c'est que tu as une entreprise, souvent une grosse entreprise, en tout cas, à vous entendre, vous dealez avec des entreprises majeures, des multinationales dans bien des cas. Eux autres, c'est pas le département marketing qui vous contacte. T'sais, eux autres ont une agence qui engage de pub ou une agence marketing indépendante, qui eux autres ont d'autres clients. Puis cette agence-là nous contacte. Fait que là, tu as beaucoup d'intervenants.
qui vont la regarder, ta photo. Puis c'est un peu là le problème dans bien des cas, c'est que tu as beaucoup de chefs, pas beaucoup d'Indiens. Puis tout le monde a un mot à dire, puis des fois, tout le monde veut justifier un peu sa position dans l'entreprise. Fait qu'il faut qu'il passe un commentaire à sa photo. Puis là, tu es dans l'espèce de l'enculage de mouche, là, je m'excuse l'expression, mais c'est comme d'espèce de... C'est de l'overkill, là, tu sais, fait que... Mais fait qu'il est là le problème aussi. Aujourd'hui, pour de vrai, on a beaucoup appris de ça, et l'avantage de ne plus avoir aucune agence avec qui nous-mêmes on est représenté, c'est moi notre représentant. Ben, qu'est-ce qui est le fun? C'est souvent de ces agences-là qui nous contactent, et très souvent, on finit par travailler avec le brand directement parce qu'on se développe ces relations-là. Comme Google, c'est vraiment drôle parce qu'on connaît justement elle qui fait le marketing au Québec. Ouais. Ça, c'est l'idéal parce que tu viens de couper le middleman, mais en même temps, tu viens de te barrer d'une agence peut-être aussi. Pas nécessairement parce que, tu sais, au bout de la ligne, si eux, ils disent, bon, ben, tu sais, voici l'agence, tu fais juste dealer ça avec eux. Ouais. Puis après ça, tu viens me jaser s'il y a quoi que ce soit. C'est quand même bien. T'sais, Huawei n'ont pas vraiment d'agence, ils n'ont pas de middleman. On travaille directement avec leur département de marketing. Et on ne dit pas que les agences sont pas bonnes, loin de là. On a des agences qu'on adore travailler avec, que ce soit comme Veritas, que ce soit North Strategic. Ouais. C'est des agences qu'on a des très bonnes relations avec eux. Et parce qu'ils comprennent notre réalité. Parce qu'ils comprennent comment on fonctionne, oui. Oui, puis ils sont créatifs aussi, je pense, entre autres à North. Là, c'est le genre de personne où est-ce que c'est bien parce qu'à la place de comme toi-même te battre avec le client, tu sais qu'eux vont se battre avec toi. Ils comprennent la réalité, puis ils vont justement comme... Tu sais, il n'est pas juste moi qui va dire au client ça fait pas de sens ton affaire. J'ai en plus leur propre agence qui disent ouais, ça fait pas de sens ton affaire. Ouais, exact. C'est bien quand tu as une agence de même qui te suit. Qui back des deux bords. Exactement. Aussi parce que souvent, pas souvent, l'agence est payée par le client. Ouais. Puis là, des fois, ça va être peu importe ce que le client dit, voici ce que c'est. Mais quand tu as une agence, effectivement, qui est capable de prendre la part des choses puis de prendre pour les deux côtés. Tu sais, je pense que j'ai déjà raconté sur le show ici, mais Pierre-Luc Cloutier, qui est un YouTuber que je connais bien, qui est actif depuis longtemps, que tu dois connaître aussi. Tu sais, lui me disait au début, là, dans les premières collaborations YouTube, les compagnies l'appelaient pour collaborer avec lui sans même avoir regardé ses vidéos avant, ne comprenant pas le ton de Pierre-Luc puis sa personnalité. Fait que quand il arrivait avec une vidéo puis qu'il l'envoyait, ils sont comme « Hey boy, t'es vraiment out there, t'es vraiment intense, t'es vraiment assis. » Mais Caroline, c'est ça mes vidéos, vous m'avez engagé moi. Mais eux autres avaient juste regardé le chiffre après le mot abonné. Tu sais, puis comme, OK, t'as 100 000 abonnés, OK, t'as tant. Fait que je pense qu'il y a eu un progrès à ce niveau-là. Clairement, vous avez établi des barèmes, des normes, des protocoles qui font en sorte qu'il n'y a plus de zone grise. Tu sais, c'est noir ou c'est blanc. À travers tout ça, tu sais, c'est impressionnant, là. Méga structuré, méga organisé. Vous scorez gros aussi, clairement, si les entreprises reviennent vers vous. Puis vous êtes un couple. Comment tu traces... Parce que je pose la question parce que j'ai un angle bien précis, parce que Maïka est aussi très, très active. Elle a une carrière, elle est super ambitieuse. On se ressemble beaucoup, puis on est un couple aussi. À quel moment vous êtes capable de tracer la ligne entre travail puis vie privée? Mais je pense qu'on est quand même pas pire parce que... Jay, il n'a pas l'air sûr. Non, pas que j'ai pas l'air sûr. Je laisse Catherine. Non, mais c'est juste parce que, tu sais, on n'est pas gêné de le dire. Là, je veux dire, en tant que couple et partenaire d'affaires, c'est sûr que des fois, il y a des flamèches. Là. Les deux, on pense pas de la même manière. Lui, comme tu as dit tantôt, c'est noir ou c'est blanc. That's it, là, tu sais. Puis, tandis que moi, je suis plus dans le... Ouais, mais là, attends, faut pas froisser les gens non plus, puis tout. Fait que des fois, c'est juste lui, il a une idée en tête, moi, j'ai une autre idée, puis c'est comme, oh my God, comment qu'on va gérer ça? C'est mon idée qui gagne. Oh, souvent, oui. Non, mais parce que t'as prouvé maintes et maintes fois que ta technique était la bonne. Bref. Caroline, ça, là, jamais t'entendrais Maïka parler comme ça à côté de moi. Non, mais tu sais, que ça soit avec l'édition de livres, que ça soit avec notre chaîne, que ça soit où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, au point de vue d'une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On double à chaque année facilement nos profits. En termes d'entreprise, on est une entreprise fonctionnelle, ça va bien. On a la chance. Il y a une formule qui fonctionne. Là. Exactement, ça fonctionne très, très bien. Puis l'avantage, c'est qu'on est même très transparent avec nos abonnés par rapport à ça. C'est comme, hey, on a telle collaboration, on a acheté tel morceau d'équipement, voilà le genre de contenu qu'on voudra faire pour vous. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente pas? Donc, nos abonnés font partie justement de ce succès-là. Ils se sentent comme ils font partie du processus aussi. C'est cool, ça. On serait pas là sans eux. C'est la base. Et c'est ça qui est arrivé avec d'autres créateurs aussi. C'est peut-être qu'ils étaient comme, pourquoi vous écoutez plus mes vidéos? Pourquoi vous êtes plus là? Puis tout. C'est peut-être toi. Pourquoi tu t'es pas renouvelé? Pourquoi tu les as pas impliqués? Pourquoi tu leur communiques pas? Donc, c'est toutes ces petites affaires-là qui vont bien. Mais au niveau de ces décisions-là,
encore une fois, j'utilise toujours cette expression, je sais que je suis bitch dans la vie et puis je suis comme vraiment intense, mais ça prend de pouvoir prendre comme ces décisions-là. Ça prend un moment de pouvoir négocier. Puis c'est sûr que c'est des affaires, que c'est des risques. Des fois, c'est comme, ben là, on pourra peut-être perdre ce client-là. Oui, tu as raison, on va peut-être perdre ce client-là. Mais si ce qu'on demande, il veut pas, est-ce que c'est le genre de client avec qui tu vas travailler, on voudra travailler? Est-ce que ça s'en va dans la direction qu'on voudra? Est-ce que ça va capable nous de voir apporter plus loin que les signes de pièce. Exactement. Puis, si tu vois à long terme, tu vois plus loin que le signe de pièce. Si tu vois à court terme, tu fais comme, OK, tant d'argent, ben go, je vais le faire, puis je vais tourner coin rond. Mais c'est pas ça votre vision. Ou même si tu regardes, pour être transparent, même si tu regardes au niveau du signe de pièce, c'est comme, regarde le trouble que ça nous apporte et regarde l'opportunité qu'on pourrait avoir si on fait, exemple, cette affaire-là, sans eux ou par nous-mêmes, etc. Donc, c'est pour ça, avec Catherine, des fois, j'ai dit, je sais que tu n'aimes pas le conflit, mais tu sais, je sais faire ma job, laisse-moi la faire, puis elle me laisse au bout de la ligne. C'est juste, le chemin n'est pas le fun. Avec le temps, tu sais, j'ai compris que, comme, tu sais, c'est parce que les deux, on a quand même des personnalités très différentes, tu sais, puis lui, il est game de prendre des risques que moi, je serais pas game de faire, mais finalement, ça arrive, puis ça donne tout le temps un résultat qui va nous convaincre puis qui va nous plaire à tous les deux. Fait que finalement, je suis juste comme, OK, gars, j'accepte de comme... Mon track record est très bon. Ouais, ben c'est bon. T'as-tu, tu sais, à travers tous les protocoles que vous avez mis en place, j'imagine qu'il y a aussi un processus décisionnel avant d'accepter un partenariat. Tu sais, y a-tu, mettons, moi, je pense à 3 points qui me viennent quand j'en reçois, mais la première affaire, c'est ça me tente-tu vraiment? Tu sais, puis peu importe dans la période de l'année que je suis, des fois, ça va varier, tu sais. Est-ce que ça me ressemble? Pour vrai. Parce que ça, c'est l'affaire la plus importante. Parce que si ça te ressemble pas, les gens vont le sentir. Puis là, là, tu te cannibalises un petit peu. Puis l'autre affaire, mais il y a un volet business aussi. Est-ce que la proportion rémunération versus énergie que ça me prend, que ce soit en temps ou énergie, peu importe de quelle façon, est-ce que le ratio il est intéressant? Tu sais, puis après ces questions-là, ben là, tu peux commencer à peut-être explorer. Y a-t-il un processus similaire de votre bord? Il y a un gros processus comme ça de notre côté. Et c'est ça l'affaire, c'est moi, ma job est d'être le plus neutre possible. Parce que initialement, tout ça, ça a commencé avec moi qui est là pour encadrer Catherine. Et ensuite, ben, quand j'ai fermé ma compagnie en recherche, puis je disais à Catherine, on va prendre tout ça, on va le structurer, puis on va être des partenaires 50-50 là-dedans. Et on va incorporer, puis on va vraiment faire ça les deux ensemble, ben c'est là que ces protocoles-là ont rentré en place, puis cette structure-là est rentrée en place. Un des meilleurs exemples que j'ai, c'est, puis ça c'était quelque chose qui était quand même un peu difficile au niveau du couple, c'est Catherine a eu dans les débuts une opportunité pour écrire un livre. Et Catherine, ça a toujours été un de ses rêves d'écrire un livre, et je le sais, je le savais du fond de mon cœur. Et la première opportunité qu'elle a eue n'était pas une bonne opportunité. Mais tu sais, pour Catherine, c'est son rêve. Elle en a un, c'est dans dur, ses yeux. Et tu sais, moi, je dis à Catherine, je dis, Kat, fais-moi confiance, ne fais pas ça. Fait que tu sais, c'est comme si t'es pour faire des affaires de même, si tu prends des décisions d'une façon que, tu sais, on ne pourra pas travailler ensemble, tu sais. Fait que dans les débuts, pour Catherine, tu sais, c'est un peu difficile parce que c'est... On est dans un couple au début, là, après 9 ans, elle sait n'importe quelle décision que je fais est dans son meilleur intérêt. Ouais, c'est ça. Mais dans les débuts, c'est facile pour elle de faire comme... Peut-être qu'il est jaloux, peut-être qu'il veut... jaloux, peut-être qu'il est whatever, le kid. Puis aujourd'hui, justement, elle a écrit la série de livres qu'elle voulait avec un partenaire qui était fantastique. On parle-tu de Elsie? On parle de Elsie, okay. Exactement. Donc, c'est toutes ces opportunités-là. Puis de travailler avec la bagnole, comme qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Puis là, ça va super bien. Il y a Amalga qui sont en train de transformer ça en série télé. Wow. Toutes ces opportunités-là sont entre autres arrivées parce que ce premier contrat-là, qui a causé quand même des grosses frictions entre nous deux pendant un moment, elle l'a refusé. Mais là, tu sais, aujourd'hui, on est vraiment capable de faire la différence entre les partenaires d'affaires et le couple. Tu sais, mettons qu'on se chicane, généralement, on va se chicaner à cause de la job. C'est jamais vraiment chicané comme couple, pour de vrai. Non, c'est ça. Puis on est vraiment capable de faire la différence. C'est comme, on est dans le bureau, là, on se chicane, puis là, c'est comme là, ça fait des flamèches, puis ça va pas, mais comme 1 heure après, on va aller souper, puis là, on va être capable de manger normalement, on va parler. Ouais, c'est comme ça, c'est comme, OK, ça marche vraiment pas bien, on va prendre une pause, on va aller jouer à Tetris dans la chambre, tu sais. Ah, okay. Fait qu'on est vraiment capable de faire Tetris, la différence entre les deux. Ah oui, grand fan de Tetris ici. Tetris puis Halo, là. Dis-moi, parce que, tu sais, je trouvais ça Xbox, cool. c'est un de nos partenaires en plus. Ah ouais, bon, parfait, bien plugué. Moi, c'est Nintendo. Fait qu'on a une petite compétition aussi. Ah, écoute, j'ai rien contre Nintendo, mais payer 80$ par jeu, quand pour seulement 10$ par mois, tu peux avoir l'équivalent de Netflix pour on va couper ça au montage. On va couper ça au montage. Une compétition de plug, tout. Mais
Continuez vos parties sur vos téléphones. Donc, sur le dossier de recherche sur vous, particulièrement sur toi, Catherine, je trouvais ça cool de voir que tu écris des livres. Habituellement, spontanément, quand tu penses, YouTubeuse qui a écrit, qui a publié, tu vas penser c'est quelque chose sur sa vie ou sur ses intérêts ou sur sa niche, son expertise en maquillage, son expertise en peu importe. Toi, tu as écrit des livres jeunesse de 2 catégories différentes. Tu as le livre d'Elsie dont on vient de faire mention, qui est comme pour ados. Oui, qui est plus un peu paranormal, horreur un peu. Puis tu as les... attends une minute, dans la tête d'Anna, ma grande fille s'appelle Anna, qui est vraiment plus pour plus jeunes. C'est ça, pour les 9-12 ans. D'où vient ta passion d'écrire des fictions jeunesse? J'ai toujours voulu écrire. D'aussi loin que je me souvienne, là, moi, j'étais une grande fan de livres. Ma mère me lisait. Depuis que je suis toute petite, ma mère me lit des livres. Puis j'ai toujours voulu écrire un livre. Puis ça a toujours été un projet que j'avais à quelque part dans ma tête, mais que j'avais un peu laissé de côté parce que, manque de temps, manque d'inspiration, pas nécessairement... En fait, aussi, je prenais pas le temps vraiment de m'attaquer à ça. Puis, comme j'ai parlé tantôt, la première opportunité que j'ai eue, c'est suite à ce que quelques youtubeurs sortent leurs livres, eux aussi, au Québec. La maison d'édition m'a approché. Moi, j'étais intéressée, mais finalement, c'était pas un bon fit. Je le voyais dans le contrat que c'est comme ça, c'est... Elle va écrire un livre parce que c'est le bon moment maintenant à cause du nombre de chiffres d'abonnés qu'elle a puis tout. Et elle va pas prendre elle va pas prendre son rêve d'écrire un livre comme elle veut au moment qu'il faut. C'est comme, je le voyais, c'est juste comme, je sais que c'est écrire un livre, mais c'est pas écrire un livre comme je sais que c'est important pour elle. C'est pour ça que je disais comme, non, coupe ça, tu sais. C'est ça. Puis finalement, c'est ça. Fait que ça en est resté là. Mais tu sais, j'avais toujours mon idée en tête ici et là, mais tu sais, j'écrivais rien parce que, je me concentrais vraiment sur ma chaîne puis tout ça. Puis avant de lâcher l'école puis mon travail, j'avais une collègue de travail qui s'appelait Francine, puis elle était beaucoup plus âgée que moi. Elle avait dans la soixantaine, moi j'avais début vingtaine, puis on était vraiment des super bonnes amies, puis les deux, on aimait lire, on aimait écrire, puis on s'envoyait des textes comme ici et là quand on travaillait pas. Puis, mais encore là, ça n'a jamais donné. Finalement, j'ai fini par quitter mon emploi. Elle a fini par quitter parce qu'elle était malade. Puis finalement, je pense que ça fait 4 ans de ça. Malheureusement, elle est décédée. Puis mon premier réflexe, c'est quand elle est décédée, moi, c'est la première personne que je perdais. J'ai perdu des grands-parents, mais avant que je naisse. Fait que je les connaissais pas. Puis là, c'était une amie quand même proche. Puis ça m'a vraiment affectée parce que la première chose que je pensais, c'est elle ne pourra jamais lire qu'est-ce que j'ai écrit. Puis c'est là que l'idée a germé d'écrire Elsie, qui est l'histoire d'une fille de 16 ans qui perd sa meilleure amie, qui décède subitement puis qui peut pas lui dire au revoir. Puis comme elle n'est pas capable d'accepter ça, elle achète une planche Ouija pour lui parler dans l'au-delà. Fait que c'est un petit peu inspiré justement... Ça chie. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, mais c'est ça cute. Va pas bien. Mais c'est ça, dans le fond, Elsie, le personnage principal, son amie, c'est Francine. Donc, le personnage est inspiré de mon amie c'est bien Francine. cute. Puis, j'écrivais ça à temps perdu. Vraiment, j'avais beaucoup voyagé cette année-là. Fait que c'est comme mon livre que j'écrivais dans l'avion, tu sais. Puis, à un moment donné, avec notre ancienne agence, je leur ai parlé de ce projet-là. Puis, ils m'ont dit, on a peut-être quelqu'un à te faire rencontrer. C'est comme clair. C'est comme, tu vois, là, t'écris la chose que tu veux. Ouais. Là, tu parles de Goji? Parce qu'eux autres, avec Québécois, avec toutes les branches, c'est super tentaculaire, mais c'est extraordinaire. Puis, tu sais, mais on leur avait dit comme, on veut pas écrire à tout prix, tu sais, c'est comme, on va les rencontrer, on va voir ça, puis si ça donne, ça donne. Fait qu'on j'ai envoyé mes premières pages, je pense que j'avais peut-être la moitié ou le 3/4 du livre d'écrit. On leur envoie ça, on s'en va dans un meeting, puis tu sais, ils sont comme, c'est intéressant, hein, tu sais, c'est cool que ce soit un roman, c'est différent aussi, tu sais, que c'est pas nécessairement, tu sais, une autobiographie, parce que moi, personnellement, j'avais rien à raconter dans l'autobiographie, tu sais, mais rien arrivé d'extraordinaire, je veux dire, puis je me voyais pas être la comme 10e youtubeuse. Le fait que tu m'as rencontré n'est pas quelque chose Non, d'extraordinaire. mais en fait, ce qu'elle m'a dit avant de rentrer en ondes, c'est qu'elle allait écrire un livre au complet pour ça, mais pas tout de suite. C'est ça, plus tard. Elle voulait vraiment qu'il soit parfait. Mais non, c'est Arrêtez, ça. Là, moi, je voulais vraiment écrire une fiction jeunesse. Puis, suite à ce premier meeting-là, il y avait celui qui aurait été potentiellement mon éditeur, qui travaille conjointement avec moi pour m'aider à écrire le livre, qui m'a dit, garde, il dit... Ça t'engage à rien, mais il dit, viens me rencontrer, on va aller dans un café, on va aller jaser de tout ça. Je vais te donner des trucs, puis tout ça. Fait que lui, tu sais, il avait déjà tout lu mon manuscrit. Moi, puis Jay, on est allé avec lui. Puis on est sorti de ce meeting de 1 heure-là, puis j'ai dit, aucune chance que je rencontre d'autres maisons d'édition, c'est avec eux. T'as eu le coup de cœur. C'est sûr et certain. Elle me regarde, fait comme, signe avec eux.
Trouve le deal, Figure fais it whatever, figure it out. Je C'est avec veux- eux, je veux travailler. J'étais comme, OK, fine. Puis c'est drôle parce que... La commande est claire. Ah, la commande. Notre couple est beaucoup basé par rapport à ça. Catherine a une idée, puis moi, je la développe. Ouais. C'est beaucoup ça. Un matin, Catherine se réveille, c'est comme, alright, tu sais, je suis en train d'écrire ça, je suis un livre. OK, on va voir les maisons d'édition, on va contacter Gogi, on va voir par rapport à ça, c'est combien de pages. Toute c'est rendu l'exécution où. du projet, c'est Exactement. toi qui le mets en branle. Même chose, puis tout est une fois, je voulais l'idéatrice. faire un jeu mobile pour le fun, puis Catherine était comme, ce serait le fun qu'on fasse un jeu de fudge. C'est comme, OK, parfait, excellent. Puis, Fudge étant le chat. Fudge étant notre Oui, chat. oui, oui. Là, c'est comme, on a fait Super Fudge, la série, on a eu des 100 000 téléchargements, on a récolté des milliers de dollars pour des fondations de protection des animaux. Donc, c'est vraiment souvent ça. Puis il y a plein de projets comme ça en stand-by qui sont tout autour de Catherine qui est comme, ce serait le fun qu'on fasse ça. Moi, je suis comme, alright. Là, des fois, je sors un croquis, un prototype, un plan, puis il est juste comme, ah, déjà, c'est comme, ben, tu m'as dit que tu voulais faire ça, oui. OK, on va le faire. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis, tu sais, avec le livre, c'est le même principe. Ben ouais. Puis là, fait que c'est comme ça que ça a commencé le livre d'Elsie. Ouais, fait que j'ai travaillé dessus pendant le temps de le finaliser puis tout ça pendant, je dirais, une bonne année. Puis après ça, ben là, on était rendu en avril 2019. Ouais, 2019. Puis là, c'était le temps de le sortir. Puis tu sais, on était super prudents avec la maison d'édition parce que c'est comme, tu sais, ça fait des années que moi, je fais du contenu jeunesse pour les jeunes. Puis là, je t'arrive avec un livre, tu sais, horreur paranormale. Fait qu'on était comme, peut-être que ça pognera pas. Tout de suite avec la maison d'édition, moi je suis conservateur, je suis comme là, je suis sûr que le livre est excellent, puis je suis sûr que Catherine écrit vraiment bien, mais c'est vraiment loin de notre audience. Je préfère qu'on soit comme conservateur par rapport à ça, parce que moi je déteste oversell. Voilà mes prévisions, très conservatrices. Puis, tu sais, base-toi par rapport à ça. Si t'es pas content de mes prévisions conservatrices, moi, je vais pas te vendre du rêve. Niveler les attentes. Là. Exactement, je veux livrer. Il était super d'accord avec ça parce qu'il dit, tu sais, c'est quand même un premier roman, ça sort au printemps pour le Salon du livre de Québec. Il y a beaucoup de livres qui sortent à ce moment-là. Ouais. Fait qu'on se dit, OK, puis on l'annonce une semaine à l'avance. That's it. Fait que c'est tout. Une semaine à l'avance parce qu'on s'est dit, garde, on va surfer sur la vague, on verra qu'est-ce qui va arriver. Puis finalement, ça a fonctionné beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on pensait. On avait imprimé 5000 copies distribuées partout à travers le Québec. Puis jour 1, je pense qu'il sortait le jeudi, puis le vendredi, le président de la maison d'édition nous appelle puis dit « Ouais, on n'en a plus. On va en reprint. Il faut qu'on aille en réimpression. » Fait que c'était vraiment un beau projet. Puis tu sais, moi, j'avais pas commencé à écrire le deuxième. Puis là, mon éditeur, il m'appelle aussi. Oui, mais là, quand t'as un projet qui fonctionne, tu fais comme « Hey! » Il est comme là, il dit « Tome 2, il dit « Ça presse. » Tome 2, tu l'as écrit vite. Je l'ai écrit super vite, mais parce que justement, tu sais, j'avais une bonne équipe aussi derrière moi pour me guider. Je savais un petit peu plus où est-ce que je m'en allais. Je pense que oui, je l'ai écrit en comme 1 mois et demi ou 2 mois maximum parce que justement, les gens voulaient la suite. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui allait se passer. Catherine était seule à la maison pendant 1 mois. Elle a écrit ça. C'est de la job en tabarouette. Ouais, Puis là, tu as une j'adore trilogie ça. qui est sortie là-dessus. Est-ce qu'il y aura un 4e Elsie ou est-ce que l'histoire est close? Je suis pas fermée à l'idée. Je l'étais au début parce que dans ma tête, c'était une histoire en 3 tomes. Comme avant même que le tome 1 soit fini d'écrire au complet, je savais comment le tome 3 allait se terminer. Okay. C'était très clair dans ma tête. Puis là, après le tome 3, j'étais comme, OK, j'ai envie... Je pense que j'ai fait le tour du paranormal. J'ai envie d'aller dans une série plus jeunesse. À l'époque, j'avais lu beaucoup Aurélie Laflamme. Fait que j'avais envie de faire quelque chose comme ça, mais avec une petite touche, tu sais, de 2020, tu sais, de modernité. Parce qu'Annabelle, elle a un blog dans l'histoire. Puis c'est ça. Fait que j'avais envie de faire quelque chose de complètement différent. Mais là, quelques mois après la sortie du tome 3, on reçoit un message de la maison d'édition qui dit « On a une boîte de production qui est super intéressée à adapter Elsie en potentielle série télé. Est-ce que ça vous intéresse? » Fait qu'on a dit « Ben oui, c'est sûr qu'on veut les rencontrer. » On a rencontré l'équipe. Belle équipe, super beau projet. Je peux pas vraiment en dire plus pour le moment parce que c'est très, très en développement. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. Ouais, je m'apprêtais à tirer la plug sur son microphone juste comme... non, mais non, je pousserai pas plus loin, mais félicitations. Mais c'est vraiment excitant, pour vrai. C'est une belle équipe. Ça va être quelque chose, c'est un petit peu différent des livres, mais c'est super intéressant. Puis là, parce que je connais le processus, puis si vous pouvez pas répondre, vous pouvez pas répondre. C'est pas grave. Non! OK. Là, sûr. il y a une équipe de prod qui est intéressée. Oui, Amalga. Est-ce qu'il y a un diffuseur? Ou c'est pas rendu là encore? Là, c'est à bâtir puis le pitch. Potentiellement, mais Okay. je sais pas exactement qu'est-ce que j'ai le droit de dire. Ben, je vous souhaite en tabarouette. Non, mais je vous souhaite que ça fonctionne parce que c'est un beau projet. Ensuite de ça, de voir tes personnages
prendre vie. Puis, tu sais, il y a des fois, c'est une autre dynamique complètement. Puis là, c'est le fun parce que tu peux banter aussi avec la vision de la prod. Puis aussi, après ça, une fois qu'il y a des comédiens et comédiennes qui embarquent, là, eux autres, leur vision du personnage. Fait que ça te permet de... sont super cool aussi, tu sais, parce que ils m'ont déjà envoyé certaines petites choses. Puis, tu sais, ils m'ont dit, on veut faire quelque chose que tu vas aimer. Tu sais, c'est une adaptation. Fait que c'est sûr que c'est pas exactement la même chose, mais ils veulent m'impliquer dans le projet. Puis, c'est une équipe passionnée. On le voit justement qu'ils comprennent le matériel, ils comprennent quand même l'expertise qu'on peut emmener. Ils voient justement que c'est pas juste prendre un livre au hasard et de transformer en série. Merci, on achète les droits, puis c'est comme on s'en reparlera, vous le regarderez à TV. C'est exactement. Ça. Puis en plus aussi, on a quand même une grosse communauté. Donc, ils savent quand même que ça reste qu'au niveau marketing, tu sais que tu as déjà beaucoup de personnes qui aiment la série, qui aiment le brand, qui aiment tout ça. Donc, c'est vraiment comme un très bon fit. Puis on leur fait vraiment confiance. Ce que j'aime de votre histoire, puis c'est quelque chose que je souhaite que les gens comprennent, c'est que si tu décides que tu veux faire quelque chose, tu peux prendre les moyens pour y arriver. Puis ça me fait penser un peu à certains trucs que j'ai fait. Moi, je suis passé de jouer au foot, j'ai travaillé là-dessus toute ma vie, puis après ça, pouf, je me suis lancé en télé. Mais j'ai pas étudié là-dedans. J'ai jamais, je suis pas allé au conservatoire, j'ai pas fait aucun cours de promédia, de communication. Puis je vivais un peu comme un imposteur. Puis à un moment donné, je parlais de ça. Puis en animant les testeurs, je me suis lié d'amitié avec Marc-André Chabot, qui était le réalisateur, qui est encore un bon ami aujourd'hui. Puis j'ai eu une idée de show de télé, puis je l'ai gardé pour moi pendant des mois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans l'auto avec, je fasse comme, hey, j'ai une idée de show, puis je dis comme, ris pas de moi. Puis c'est une des personnes qui m'a encouragé le plus à faire comme, mais who cares que t'aies pas étudié là-dedans? Comme, pourquoi il est supposé avoir un processus typique pour arriver à quelque part? Évidemment, si tu veux devenir médecin, si tu veux devenir, tu sais, comme dans des emplois qui sont très, très nichés ou spécialisés, tu as des études à faire là-dedans. Sinon, pourquoi ne pas apprendre par expérience, en partant une chaîne YouTube puis en faisant ton essai-erreur toi-même, en pratiquant comme ça? Puis je trouve ça inspirant. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont peut-être se donner le petit coup de pied derrière pour le projet, qui ont envie de starter. Puis clairement, de s'entourer de personnes qui sont nourrissantes, quelqu'un qui va te driver des projets, quelqu'un qui va trouver le moyen de les grinder, parce que ça, c'est de la job. Est-ce que tu as l'air d'être ultra structuré, Jay, puis de penser à la suite beaucoup, dans ton espèce de gestion de la suite ou gestion de la croissance, peu importe. Y a-tu un moment où tu te dis, hey, tabarouette, il va falloir que je sois capable de déléguer? Parce que on se connaît pas, mais je suis pas certain. On dirait que je doute à ta capacité de déléguer. Tu as l'air vraiment à aimer être hands-on puis à aimer gérer. Je dis pas que je suis pas capable de déléguer, parce que mon entreprise, avant, quand je faisais de la recherche, j'avais un ingénieur-chef que j'ai engagé. C'était quoi ton entreprise? C'était quoi Société Collab. Je faisais de la recherche dans le domaine des hautes technologies d'éducation. OK. C'est ça, le projet, c'était scolaire. Là, hein? Exactement. Ouais. Donc, c'était vraiment... dans le fond, c'était pour rivaliser avec Microsoft et Google. Tu sais, des petits objectifs. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on avait eu du financement, justement, d'un gros groupe d'éducation qui était à Dubaï. Puis j'avais comme l'équipe A1 que tu peux imaginer. Et définitivement, c'est... J'aurais jamais je me disais comme moi je vais faire l'infrastructure au complet de ce projet-là. Pourquoi je prendrais tout le temps d'essayer d'apprendre à comment faire ça, quand tu peux engager un expert. Quand je peux avoir un expert là-dedans puis faire confiance puis payer une personne pour ça. Le problème avec qu'est-ce que nous on fait, c'est que c'est pas le produit, c'est nous au bout de la ligne. Le produit, c'est vraiment Catherine, le produit, c'est moi. Donc, c'est qui la meilleure personne pour représenter mes intérêts que moi-même dans notre cas? Et je connais autant l'aspect technique que je connais l'aspect production, que je connais l'aspect affaires, que je suis capable de programmer le site internet au complet moi-même parce que je peux faire le marketing. Donc, le problème que j'ai avec déléguer, c'est faudrait que je trouve quelqu'un qui est capable d'avoir cette sphère-là au complet. Puis je sais que pour la majorité des gens, c'est pas ce problème-là, mais nous, notre force, c'est d'avoir justement cette rapidité de pouvoir justement comme partir vers un projet puis d'y aller par là-bas. Parce que c'est comme, on veut faire un jeu mobile, j'ai pas besoin d'assembler une équipe. J'ai besoin de trouver avec Catherine qu'est-ce qu'on veut faire et je vais développer le jeu et je vais le publier puis je vais le faire moi-même. Tu sais, tu veux faire un livre excellent, comment qu'on va le commercialiser, comment on va faire notre étude de marché, comment qu'on va justement, comme dans la tête d'Anna, admettons, c'est moi-même qui fais les designs qui sont dedans parce que la façon qu'on voulait faire les designs, c'est plus rapide qu'on fasse tout ça on board. Donc, d'avoir quelqu'un qui exemple, qui va négocier pour moi, mais qui n'a jamais fait un exemple, qui n'a pas l'expérience comme nous de créer du contenu, est-ce qu'il va nécessairement comprendre des particularités de qu'est-ce que le client est en train de demander en termes de quel genre de contenu que ça lui prend?
Mais il n'y a pas un volet gestion de temps où ça pourrait t'aider? Ou tu sais, tu peux déléguer à quelqu'un qui s'y connaît moins, mais toi, ça te permet de prendre ce temps-là que tu aurais mis là-dessus, puis aller le mettre ailleurs, où il n'y a pas encore eu d'enjeux d'organisation ou de projets qui s'overlappent? Ben, il y a des enjeux en ce moment, puis c'est pour ça justement que j'ai envie de pousser et former Catherine le plus possible pour pouvoir avoir un peu plus ces skills supplémentaires-là, justement, au niveau de la gestion puis au niveau de l'entreprise. Puis, tu sais, c'est quand même vraiment drôle parce que tu l'as dit toi-même, des fois, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme. Puis moi, Microsoft m'a offert une job dans les 6 chiffres où j'allais avoir une équipe de gens avec des maîtrises dans le domaine de l'expérience utilisateur, qui est mon vrai background. Puis, tu sais, je l'ai refusé. Parce qu'au bout de la ligne, dans la vie, mon objectif, c'est pas de comme combien de signes de dollars je peux avoir dans le compte derrière la carte de plastique. Donc, en ce moment, si on atteint un plafond vraiment où est-ce que là, on n'est plus capable, ben tu sais, ça veut dire j'atteins un moment où on aura anyways plus d'argent que ce qu'on a de besoin. Donc, c'est-tu vraiment nécessaire? Est-ce que mon but, c'est de faire une croissance à ce point-là ou mon but, c'est juste de faire des projets qui sont le fun, que Catherine puis moi, on aime et on veut faire? Donc, tu sais, elle veut faire des livres, good. On va shuffle un peu les choses. Catherine a fait un peu moins de vidéos puis tout et elle s'est concentrée au niveau des livres. Est-ce que ça aurait été plus profitable de continuer la production de vidéos puis d'avoir quelqu'un qui pourrait écrire des scripts puis tout pour Catherine pour qu'on continue de pousser la chaîne sur le côté? Absolument. Est-ce que ça nous représente, c'est dans nos intérêts? Pas vraiment, parce qu'après ça, là, ça s'en va face à notre audience. C'est comme, ouais, mais c'est plus du contenu qui ressemble vraiment à Catherine ou qui a de l'air de la... Donc, cette balance-là, en tant que telle, est là. Puis moi, mon expertise encore, c'est tout ce qui est au niveau technique. Donc, l'optimisation est là. On a un écran multitouch interactif dans le bureau spécifiquement avec toutes nos collaborations, le statut, où est-ce qu'il est rendu, la dépendance reliée à quoi et où est-ce que c'est au niveau de la production. Donc, s'il y a quelque chose qui commence à devenir un enjeu, de quelle façon je peux streamline le processus, l'améliorer. C'est pour ça qu'on a notre nouveau site web qui s'en vient justement, puis le rebrand de notre entreprise, parce que là, ça va mettre de l'avant encore plus tout ce qu'on fait, incluant notre charte justement. Donc là, pour une compagnie, à place de perdre mon temps avec 8 échanges de courriels pour expliquer comment on fonctionne, j'envoie un lien, débrouille-toi avec. Tu comprends pas, travaille pas avec nous. Point. Je viens de ralentir. Je viens d'accélérer ce processus-là. Donc, s'il y a quelque chose qui est un problème, ben, je vais trouver une façon de streamline ce processus-là pour faciliter justement. Toujours aligné avec peu importe qu'est-ce que ça nous tente de faire les deux. J'allais vous demander qu'est-ce qui vous différencie des autres, mais je pense que ton dernier 30 secondes, ta dernière minute vient vraiment de... je suis fasciné par votre niveau d'organisation puis votre professionnalisme. Je change de registre quelques petites minutes. Jay, en plus de tout ça, là, qui est déjà un peu étourdissant, t'es médic dans l'armée. Exactement. What the fuck? Comment? Quand? Ben, c'est vraiment drôle. Ben, c'est pas vraiment drôle. En 2013, justement, T'avais un peu de temps? Non, en 2013, j'ai fait une grosse dépression. OK. Avec mon entreprise. Ça allait vraiment, vraiment, vraiment pas bien. En 2014, j'ai fait un gros voyage au Pérou, puis ça m'a comme réaligné vers comme qu'est-ce que je veux faire, puis tout. Et une des choses qui venait me chercher, c'est, tu sais, on dirait que le monde s'en va pas dans une bonne direction. T'sais, on est littéralement dans une pandémie en ce moment, niveau climatique, niveau sociopolitique, whatever. Ouais, tous les enjeux arrivent en même temps, on dirait. Je m'étais dit, j'ai pas envie d'être devant une télé à me dire c'est triste, puis ça va pas bien, comme assis sur un trône. Parce que notre entreprise va bien, si je veux pouvoir m'impliquer puis je veux pouvoir être là s'il se passe un problème. Donc, en 2014, j'ai fait des processus pour rejoindre les Forces armées canadiennes, initialement dans l'infanterie. Et ensuite, j'ai fait la demande pour switcher comme adjoint médical parce que je me suis dit, ben, c'est plus aligné avec ce que je veux faire. Donc, c'est fantastique parce qu'en termes d'opportunités, je suis payé, logé, nourri pour apprendre le domaine médical. Donc, c'est quand même une opportunité fantastique. Et si jamais ça va mal, ben je peux être utile. Et c'est ça qui est arrivé. Il y a eu une pandémie, justement, et l'armée a dû être appelée. Et l'armée n'a pas beaucoup de médics parce que notre job est de s'occuper des troupes et non de la population civile. Tu sais, on est un médic qui s'occupe d'un peloton, généralement. Donc, notre aide a vraiment bien été prise et a vraiment été bien appréciée. Et c'était quand même le fun de voir, justement, comme il y a une situation... Et je suis pas juste là en train de me dire comme c'est triste. Je mets mon uniforme. Non, t'étais dans l'action. Je donne à l'armée mon corps et âme. Et c'est genre, dites-moi où je dois aller, puis je vais y aller. Ça s'est articulé comment pendant la pandémie? Ben, c'est ça l'affaire. C'est
on parle beaucoup qu'il y a eu des problèmes, puis il y a eu des choses, exemple, en CHSLD qui étaient des difficultés. Puis l'affaire, c'est la majorité du monde, ils travaillaient comme des fous. C'est juste que ça prend une personne qui s'en fout un peu, qui a le COVID, qui passe d'une chambre à l'autre, puis félicitations, tu le donnes à tout le monde. Ouais. Donc, c'est vraiment dommage parce que tu as des gens qui, justement, travaillent ridiculement fort et là, ils ont besoin de renfort. Ils ont besoin d'avoir cette structure-là, puis ils ont besoin d'avoir des gens. Nous, on est l'armée. Fait que si ma capitaine me dit, tu vas faire un chiffre de 16 heures, c'est oui, madame, puis je vais faire mon chiffre de 16 heures. Puis l'avantage, c'est dans mon cas, ma capitaine est une infirmière, puis elle est à mes côtés, puis on est prête à faire la job. Donc, ça, c'était quand c'est arrivé, j'ai dit à Catherine, j'ai dit, l'armée a appelé, a dit, on a besoin de médics pour une première wave. Là, j'étais comme, on a plein de contrats, on a plein de collaborations, je pourrais peut-être pas y aller. Et là, ils ont envoyé la première vague de médics et ça s'est juste pas amélioré nécessairement avec les autres CHSLD. Et là, on a rappelé puis on dit, on a besoin d'activer n'importe qui, parce que moi, je suis réserviste, donc si je deviens activé. Et je disais à Catherine, il faut que j'y aille, absolument. Je contacte tous nos partenaires, on a envoyé un courriel à toutes les marques avec qui on travaille, puis on dit, désolé, il faut faire pause à toutes. C'est pas le moment d'aller sur Internet puis de dire comme regarde, t'as une nouvelle montre intelligente. Il y a des gens en train de mourir, des gens qui ont besoin d'aide. Puis si je porte l'uniforme des Forces armées canadiennes et je suis formé pour ça. Donc c'était. T'as vécu ça comment, ça, Catherine? Au début, ça me stressait, mais parce que c'était tellement inconnu à l'époque. Là, on parle d'avril 2020. Là. Oui, ça venait d'arriver. Ça fait un mois à peine. Là. Au début, ça me stressait, mais je comprends les raisons pour lesquelles il a rejoint les forces, puis je comprends que c'est là qui était nécessaire. Puis, on a plein d'amis, justement, qui travaillent dans le domaine de la santé. Notre meilleur ami est infirmier, puis il nous en parlait, puis tout. Puis il a travaillé longtemps en CHSLD aussi, puis il nous expliquait ça, puis c'est comme... Vas-y, il faut que tu y ailles. La chose que je trouvais un petit peu plus difficile, par contre, c'est que, nous, on est habitués, on est 24/7 ensemble. Hein. Là, il n'y avait pas le droit de revenir à la maison. Ben non, c'est ça, pour rester dans les protocoles. Moi, je suis déployé pendant 2 mois, fait que 2 mois, je reviens pas à la maison. Moi, je peux pas voir personne, je peux même pas aller voir mes parents, je peux pas, T'es vraiment dans la solitude. Tout seul. Mais finalement, j'ai réalisé que je suis vraiment indépendante, puis comme finalement, j'étais comme, j'étais vraiment la typique grand-mère avec le chat à la maison, là, j'étais vraiment ça. Mais finalement, je comprenais les raisons qui l'amenaient à aller faire ça, je comprenais la nécessité, fait que je l'ai bien vécu, honnêtement. Travaille sur son livre, comme les autres fois où je pars l'été avec l'armée pendant 1 mois, LC2 justement, c'est comme, ou 3. En tout cas, LC a été écrit comme ça quand je pars avec l'armée pour l'été, fait que là, elle travaillait sur son livre, puis l'avantage au moins, c'est tous nos partenaires ont été avertis, incluant notre communauté, que, tu sais, oublier comme notre programming habituel, là, puis les collaborations, là, il y a une Puis ils ont tous dû comprendre aussi parce que ça a shaké tout le monde, puis eux autres avaient probablement la conscience sociale de faire comme c'est pas le temps de filer des... je pense en même temps c'était même le fun pour la communauté parce que tu sais, t'as pas vraiment beaucoup d'influenceurs dans le domaine de la santé, dans l'armée en plus. Fait que comment tu jongles ça, parce que pour avoir... plusieurs amis dans les services soit des forces ou dans les services de l'ordre, services d'urgence. C'est pas toujours bien vu d'être dans l'armée et d'être devant la caméra. Ça a-tu été une difficulté à jongler avec ou ça? La difficulté de mon côté, c'était même pas tant notre communauté avec moi qui est dans l'armée, c'est plus les autres personnes dans l'armée qui y en a qui aiment vraiment pas ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment les autres... Ça, c'était un des problèmes que j'ai eu quand j'étais dans l'infanterie. Les gens n'aimaient pas vraiment ça. Tu sais, un gars en caméra, vidéo, Internet, tout ça, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'était une des choses qui m'a poussé à aller justement dans les services de santé Royal canadiens. Mais sinon, en termes de en ce moment, c'est quand même beaucoup mieux vu. On a travaillé justement avec des personnes dans l'armée, justement, où est-ce qu'ils ont vu l'avantage que ça pouvait apporter parce que les forces en tant que telles veulent recruter plus de femmes. On a un public à 90% féminin. Donc, si on écœure ce gars-là, ça passe pas un bon message, justement. Puis moi, l'avantage, encore une fois, je suis médic, donc je suis dans une des places qui a le plus grand ratio de femmes dans les forces. Donc, je suis dans une position en ce moment où c'est beaucoup mieux vu, c'est mieux compris, c'est plus accepté. Ma chaîne de commandement comprend ça entièrement. Comme justement, c'est ça, j'ai mon uniforme dans mon sac à dos là, parce que sûrement quand on finit ça, il y aura du trafic, puis moi je dois aller à mon unité parce qu'on a un exercice cette fin de semaine. Puis la fin de semaine prochaine, techniquement, c'était moi le médic qui faisait le support pour un exercice à Farnham.
Puis là, j'ai dû dire à ma chaîne de commandement, ouais, il faut trouver un autre médic parce que je m'en vais à Vienne. Donc, tu sais, ma chaîne de commandement comprend. Ouais. C'est un peu difficile à balancer. Ça fait des flamèches, puis des fois, c'est un peu plus compliqué dans le temps. Comme justement, j'ai dû avertir, hey, il faudra que je me change. Je vais être en uniforme quand je vais quitter ici. Ouais. Mais I make it happen. Ça fonctionne. Puis là, présentement, il y a juste vous deux. Mais là, tu es à 22 semaines. Dans quelques semaines, vous serez plus juste deux, là. Il va y avoir... Il y a un plan. Il y a un plan pour ça. Il y a eu un gender reveal récemment. Petit gars, petite fille? C'est une fille. Félicitations. Merci. J'en ai deux, c'est extraordinaire. Jay, tu vas... La relation qui se bâtit, puis c'est extraordinaire de voir les filles avec Maïka aussi, mais les papa et leur petite fille, là, c'est... J'ai hâte de jouer à Halo avec. C'est spécial. Mais... À 4 ans, je vais dire, peux-tu me chercher la 50 mm, s'il te plaît? Puis venir avec ma lentille comme ça, là. Mais comment vous envisagez la suite? Tu penses, toi, il va falloir que tu ralentisses un peu, toi aussi. Ben, tu sais, moi, déjà, j'ai peu le choix, là, parce que mon premier trimestre, ça a été quand même assez difficile. Non, mais j'étais juste, tu sais, nauséeuse 24/7, là. C'était vraiment, c'était pas le fun. Fait que pendant 2 mois, en fait, j'ai rien publié du tout sur mes réseaux sociaux, ou à peine. Puis là, j'étais juste, parce qu'on n'était pas prêt à l'annoncer tout de suite. Ça n'était pas que j'étais pas là aussi. Non, c'est ça. Toi, t'étais en entraînement avec j'étais à Valcartier cet été. Fait que moi, j'ai passé mon été dans mon lit, là, parce que ça allait vraiment pas bien. Fait que, tu sais, déjà, là, il a fallu que je me force à ralentir parce que j'avais pas le choix, je pouvais pas. Je vais faire une anecdote. Je tiens juste à dire que moi, je voulais installer une nouvelle télévision OLED dans la chambre. Catherine était comme, c'est-tu vraiment une bonne dépense à faire? Je fais comme, Catherine, fais-moi confiance là-dessus, ce sera sa coche. Qui était contente pendant 1 mois, Chloé Ouli, d'avoir une nouvelle télévision OLED dans la chambre? J'étais très heureuse. Et voilà. Jay's always right. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, là, en ce moment, c'est vraiment comme apprendre à lâcher prise. Puis ça, c'est quelque chose que les deux, on a un petit peu de difficulté aussi. Tu sais, on aime ça être très organisé dans tout, mais là, c'est comme, surtout pour moi, en ce moment, c'est je peux pas, tu sais, c'est des fois, je me réveille un matin, puis c'est comme, non, aujourd'hui, ça va vraiment pas, mais c'est ça, puis des fois, comme il est 9 h, puis c'est comme, OK, mais là, il faut que j'aille me coucher, là, je suis vraiment fatiguée en ce moment, fait que c'est ça, c'est d'apprendre à gérer avec les imprévus, mais en même temps, je me dis, avec un enfant, c'est ça qui va arriver aussi, tu peux jamais rien prévoir. Non, t'as beau avoir lu tous les livres, puis avoir ton plan de match, je me dire en affaire. Mais encore, il y a des processus, il y a des façons d'optimiser, là. Tu m'en reparleras dans avec un petit Arduino, là, 2 petits moteurs, aussitôt que ça détecte après plus que 10 secondes d'un threshold de décibels, si elle pleure, automatiquement ça active pour la faire bercer. Il y a des façons d'automatiser des choses, je suis sûr. Là. J'ai un HoloLens avec des hologrammes, je prépare des choses. Je te souhaite la meilleure des chances. Tu m'en reparleras dans un an. Mais oui. Attends, la bonne nouvelle, c'est en CHSLD. Je me suis occupé de 30 adultes qui avaient des besoins. Dis-moi pas que t'es bercé après ça quand il y avait un threshold de 10 secondes de pas de. Non, je berçais pas. Mais il y en a qui se souvenaient pas qu'ils se faisaient déjà bercer que tu reviennes. Fait que tu sais, au moins l'avantage, c'est j'ai eu le choc en CHSLD de changer justement des culottes d'incontinence puis de m'occuper de gens qui ont beaucoup de besoins. Donc techniquement, de cette facette-là, tu vois, les forces m'ont préparé à ça. Mais je pense qu'on est prêts aussi. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble, puis on est juste comme, tu sais, la vie était, sans nécessairement dire que c'est monotone parce que c'était pas le cas, mais c'est tout le temps la même chose. Fait qu'on était juste prêts à un nouveau défi. On avait le goût d'avoir notre famille. Tu sais, bon, on a déjà le chat qu'on traite vraiment comme notre enfant. C'est vraiment notre premier fils. Mais sa patte est le logo de notre entreprise. C'est ça, exact. Okay. Mais là, c'est ça. On était comme, tu sais, on a le goût d'avoir un petit... Ben ouais, mais c'est normal. Puis vous êtes rendu là. Puis c'est toi qui as dit qu'il fallait déléguer, right? Ça en vient, là. C'est ça. Écoute, on va dire une affaire. Mais t'as parlé un petit peu plus tôt que t'as fait une dépression en 2013. Je sais pas si tu vas aller là ou pas, mais tu sais, t'as l'air de quelqu'un qui est un overachiever, qui veut performer, qui peut-être, tu sais, toi aussi, vous mettez beaucoup de pression pour livrer la marchandise, pour être des bons partenaires d'affaires ensemble et avec les clients que vous avez, les compagnies. À quel point vous prenez soin de votre santé mentale ou que vous checkez l'autre pour faire comme « Hey, je te regarde aller, t'es plus à pic ces temps-ci » ou comme est-ce que vous vous watchez comme ça? Oui, beaucoup. Totalement. Ouais. Puis avant, on était très une vidéo par semaine, sans exception, that's it. Puis à un moment donné, on a juste commencé à faire comme ça marche plus, ça va pas, là. On fait juste feeder du contenu aux gens, puis on n'a plus de fun à le faire. Puis ça transparaît dans le contenu aussi. Ça, des fois, à un moment donné, si t'as plus rien à dire. Je suis pas prête à dire qu'on applique la méthode Scrum au complet, là, qui est une méthodologie de travail, mais on le fait quand même. Chaque matin, on se fait un petit meeting leader. Explique-moi la méthode Scrum. La méthode Scrum, c'est une
une façon d'organiser justement le travail basé sur des sprints de 2 semaines et avec des rôles spécifiques. Donc, des tâches vont être établies justement pour les 2 prochaines semaines à l'intérieur d'un sprint, un Scrum Master qui s'assure justement de monitorer ça. Chaque personne va justement dire les tâches qu'il va faire devant tout le monde. Fait comme ça, tout le monde a une idée de qui travaille sur quoi. Puis à chaque début de journée, justement, ben, tu dis où est-ce que tu es rendu. Fait comme ça, si quelqu'un dit je suis encore là-dessus, c'est comme ça fait 3 jours de suite que tu dis que je travaille là-dessus. Donc, c'est une méthodologie de travail que j'avais appliquée justement à mon entreprise avant, qui fonctionne vraiment bien. Puis, je dis pas qu'on applique exactement les dogmes au complet de Scrum dans la façon qu'on travaille, mais on fait quand même des bases importantes de tout ça en productivité. Donc, chaque matin, on a un petit meeting, les deux, sur quoi qu'on travaille, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est quoi nos objectifs pour la semaine. Donc, on est capable de s'entraider par rapport à ça. On est capable de voir comme, OK, cette affaire-là, ça se teinte vraiment trop. On va le bouger justement la semaine d'après. Ou, OK, ça marche vraiment pas. Tu sais, elle me le dit comme pour vrai, ça marche vraiment pas, je suis pas capable, pas de trouble. Je contacte la compagnie, je dis, ça marchera pas. Oui, mais je m'en fous, ça marchera pas. C'est ça, c'est la vie. Donc, jamais on va comme se pousser d'une façon négative. Je dis pas qu'on travaille pas en maudit. Là. Ça, ça arrive là, des 4 heures du matin. Moi, les boissons énergisantes, c'est ma vie. Là. Fait que c'est... Puis elle peut plus. Fait que c'est moins sa vie. Non. C'est tough, ça. Mais c'est sûr qu'on se watch tout le temps. Puis c'est chaque matin, c'est vraiment la question, est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on fait les choses qu'on veut faire? Oui, non. Puis on ajuste sinon. Donc, à ce niveau-là... Aussi des soirs comme, OK, là, on n'est plus capable, ça va pas. Comme on écoute un film, on se planque devant quelque chose, on game, on joue à change d'air. C'est ça, exact. Puis on va voir des amis, on va souper chez nos parents, peu importe. Mais parce qu'à un moment donné, on est déjà à la base des gens, on aime être chez nous. On est des homebodies, on aime ça. On a un gros bureau, on a tout ça, c'est un gros studio, on a la Xbox avec des tonnes de jeux disponibles sur Game Pass. Mais tu sais, on a vraiment tout. Ta job est à la maison, des fois c'est difficile de comme décrocher, fait que des fois il faut vraiment qu'on se force. Ouais. OK, tu sais. Parce que t'es toujours dans le même environnement. C'est ça. Fait que là, on se dit, garde, OK, là, à ce moment-là, on prend un moment, on prend un petit 1 heure, 2 heures, peu importe le temps que ça prend. Ou, tu sais, hey, on n'a vraiment pas le goût de faire à souper ce soir, mais on est lundi, commande, mais on s'en va au resto, voilà, tu sais, peu importe. Dépense d'entreprise, tant pis. Fait que vous êtes à l'écoute, c'est ça, c'est important. Puis même si ça repousse les délais, un petit peu, tu as parlé que tu étais allé au Pérou en espèce de pèlerinage ou juste pour T'es parti combien de temps là-bas? J'étais parti 2 semaines au Pérou. Okay. Ça, c'était en 2014, après ma dépression. J'avais comme j'avais comme un problème où est-ce que je voyais comme si j'étais déjà mort. Là. C'est bizarre à expliquer, là, mais le temps passe vite, mais c'est comme si c'était juste toujours devant mes yeux. Puis quand je suis sorti du Pérou, c'était une belle semaine avec des chamans dans la forêt amazonienne, puis une semaine à marcher. J'étais avec un de mes amis, tout le chemin du Salcantay jusqu'au Machu Picchu. Puis quand je suis venu de là, c'est comme cette perspective-là est rendue positive dans le sens que j'ai comme le sablier devant mes yeux encore. Là, le temps passe vraiment vite. Je fais le calcul. Il me reste 500 à 600 mois à vivre. Let's go, on lâche pas, tu sais. Mais c'est le contraire. C'est ça qui me motive. C'est comme, il n'y a pas beaucoup de temps. On va faire le maximum qu'on peut. Mais est-ce que le maximum, c'est combien d'argent qu'on va mettre dans le compte de banque? Si oui, j'appelle Microsoft demain, je prends la job ou n'importe qui, puis petit guidou, mais c'est pas ça. T'sais, si je m'en vais travailler puis j'ai beaucoup d'argent dans mon compte, j'ai pas beaucoup d'expérience. On a la chance d'avoir une job où est-ce que, je travaille avec la personne que j'aime le plus. 2, on est à la maison, on se fait du fun, puis on peut gérer notre temps comme qu'on veut. Puis 3, je reçois un appel de Disney qui dit hey, on vous envoie dans notre nouveau parc, puis on l'ouvre en avance pour que vous puissiez prendre vos photos. C'est le genre de choses, justement, que ça a plus de valeur que n'importe quel montant d'argent. C'est des moments que vous vivez ensemble aussi. C'est ça la beauté de la chose. Mais c'est pas, tu sais, pour connaître des gens qui travaillent ensemble, des couples qui travaillent ensemble, des fois, ça fonctionne un bout de temps, puis après ça, c'est hey, tu sais quoi, on est mieux de faire les choses chacun de notre côté. Vous autres, vous avez trouvé une formule qui fonctionne clairement, ça fait 9 ans que vous êtes ensemble. On révise continuellement. Ces meetings-là sont toujours... C'est comme des fois comme, bon, est-ce que tu aimes encore la façon que je gère les choses? Sinon, on est capable d'avoir une conversation honnête et faire comme parfait. Ben, on pourrait juste créer une entreprise qui englobe tes projets. Moi, je crée une entreprise qui englobe les miens, puis on s'entraide, mais on peut gérer ça de façon séparée. Est-ce que, justement, c'est une direction dans laquelle que moi, je veux aller, que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Donc, on a ces discussions-là. On est capable de parler. On sait à 100% que toutes les décisions qu'on prend ne sont jamais pour le mal de l'autre. On le sait à 1000%. Il n'y a pas rien que je vais prendre qui sera négatif pour Catherine, puis je sais que Catherine ne va rien faire qui est négatif pour moi, mais on est 2 personnes différentes quand même.
on est un couple et on a des idées des fois qui sont différents. Donc, c'est de voir, est-ce qu'on y va ensemble ou est-ce qu'on prend des chemins séparés? Puis même si c'est des chemins séparés, c'est la majorité des gens, ils ont chacun un job, une carrière séparée, puis ils se retrouvent à la maison le soir pour après écouter leur série, puis rinse and repeat. Fait que même si on est chacun à faire des projets de notre côté, puis on travaille même pas ensemble, on est quand même à côté de l'autre, on peut quand même s'aider, etc. Donc, même dans tous ces scénarios-là, si on les met genre une liste de tous les scénarios possibles, on est quand même ensemble, on est quand même pour le bonheur de l'autre, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Et ces petits meetings-là, à chaque fois, c'est ça qui nous aide de savoir est-ce qu'on est aligné dans la bonne direction ou non. Ouais, tu l'échappes pas pendant des semaines, là, puis après Non, ça, c'est tu te ça. retrouves, puis là, la côte est plus dure à remonter. On bubble up pas des affaires de même, puis on a une tristesse intérieure. Il n'y a pas de ça. On est en communication constante surtout. Catherine, mis à part la grossesse, c'est quoi la suite? Mais là, je suis en train de finir mon 3e livre. Mon 3e livre Dans la tête d'Anna, qui est fait que ton 6e, mon tout. 6e, oui, c'est ça exactement. Il est en montage présentement, fait qu'il devrait sortir en Ouais, il est en retard, décembre. là. Il devrait sortir en décembre si tout va bien. Là, j'aurais aimé en écrire 2 avant la naissance de bébé en février, mais là, j'essaie de rester... Non, mais c'est Incluant ça. celui-là? C'est ça. Mais T'écris à ta barouette? ça risque d'être Ben, un petit peu c'est ça, plus on difficile. change notre cellule de production pour pouvoir accommoder ce que Catherine a envie de faire. Tu sais, c'est Ouais, ça ouais. le but. C'est ça le but. Fait que, c'est sûr que ça, sinon, ben là, en ce moment, tu sais, j'ai un tout autre créneau que j'amène sur mes réseaux sociaux, tu sais, parce que les gens sont super intéressés à savoir, tu sais, c'est quoi notre vision, tu sais, de la parentalité, puis comment est-ce qu'on va amener ça. Fait qu'on est encore en train de voir, tu sais, qu'est-ce qu'on partage pas, de quelle manière est-ce qu'on va le faire. Mais là, tranquillement, les choses reviennent. Tu sais, comme là, je vais être, en tout cas, si tout va bien, au Salon du Livre de Montréal en fin novembre. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment excitant parce que ça fait 2 ans. Devant presque, public, là, avec... c'est ça, Ce exactement. n'est pas une confirmation de sa présence, c'est simplement pour indiquer qu'elle est en ce moment en train de regarder pour la possibilité d'y aller pour respecter les mesures de sécurité sanitaire. C'est excellent, continue. C'est ça. Juste me backer, là. Hey, ça me prendrait quelqu'un comme lui qui me back à longueur de journée, qui dirait « Femme, dis pas de ça. C'est Pas de mettre correct. tes pieds dans les plats. » Je suis là. Mais ouais, fait que plein de belles choses qui s'en viennent. On est super excités de la suite des choses, puis de tout ce qui va se passer. Je te souhaite une super grossesse. Jay, en terminant, toi, qu'est-ce qui s'en vient de ton bord? Oh boy! Ben c'est ça, moi encore, les réseaux sociaux, ça va bien. L'armée, je suis un caporal formé maintenant, donc j'essaie de faire le plus d'exercices. T'aimes ça, ouais? Ouais, c'est le fun. J'ai eu un exercice justement où est-ce que c'était moi le médic. Là. Le Starlight, dans le fond, c'est le nom qui est appelé pour le médic. Je me faisais appeler de chaque côté. J'ai eu des personnes qui ont eu du sable dans les yeux, j'en ai eu d'autres qui se sont évanouies, une autre qui s'est disloqué l'épaule. Donc c'est le genre de choses que je vis pas dans la vie de tous les jours. Ça me sort de mon siège Ça d'ordinateur. met du piquant un peu. Ouais, puis en plus, j'apprends de gens qui ont tellement d'expérience puis qui sont fantastiques dans ce domaine-là. J'ai une chaîne de commandement qui est superbe. Tu sais, j'ai des sergents qui sont sacoches, là, que justement, j'ai un exercice en fin de semaine, puis j'ai juste hâte de voir qu'on me dire là, ma chaline, c'est pas de même que ça fonctionne. C'est comme, OK, comment? Ça va être le fun. Puis sinon, ben, en revenant de CHSLD, j'ai jamais perdu ma piqûre de développement puis de la recherche. Je travaille sur un nouveau produit, une nouvelle plateforme qui pourrait aider les CHSLD pour les moderniser. Wow. Oui, donc c'est quelque chose qui est Crédible. dans la liste. Là. Moi, je le vois, j'ai le projet A, le projet B, le projet C. C'est le projet A, c'est nos collaborations sur quoi on travaille. Le projet B, c'est la restructure de notre entreprise avec notre nouveau site web. Puis le projet C, ben, c'est ce projet-là. Donc, c'est comme un projet un peu plus long terme. Ouais. Mais c'est là, c'est en cours. Et c'est, Wow. Ben, je vous souhaite bonne chance. C'est impressionnant, puis j'ose croire que ça a motivé du monde qui nous ont écoutés parce que, tu sais, il y a des gens qui sont dans les idées, il y a des gens qui sont dans les actions, puis il y a des gens qui sont dans les deux. Puis, clairement, votre force, c'est d'être ces deux volets-là ensemble. Vous êtes dans l'action constamment. Puis je vous souhaite tout le succès du monde, autant avec la grossesse, la petite famille, que les nombreux projets professionnels. Merci d'avoir pris le temps de me jaser aujourd'hui. Je l'apprécie. nous avoir Merci accueillis. de l'invitation. All right. Merci tout le monde d'avoir été là. Hey, là, si vous n'avez pas le goût de vous lever de votre chaise puis d'aller vous donner un petit coup de pied au derrière pour aller partir le projet dont vous rêvez, je pense que c'est le moment. Sinon, réécoutez le show. On est disponible évidemment sur toutes les plateformes, Apple, Spotify, YouTube, toutes les plateformes de streaming. On est là. Puis d'ailleurs, je veux aussi mentionner que vous pouvez m'écouter tous les matins du lundi au vendredi de 5h30 à 9h avec Mélanie Ménard dans On passe à demain. Merci encore à Popeyes parce que à cette heure-ci, moi je suis debout depuis 3h45 le matin. La seule raison pour laquelle j'ai encore de l'énergie, c'est à cause d'eux autres.